Bonjour Frédéric Rouanet, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends bien. Bon, vous êtes président du syndicat des vignerons de l'Aude et je suis venu la semaine dernière à Narbonne, qui est pas très loin de chez moi, pour assister à cette manifestation. Déjà, une première question. J'imagine que vous êtes très satisfait, vous et les autres organisations, sur le monde qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était très varié comme population à Narbonne samedi dernier. Oui, effectivement, on peut dire que c'est une mobilisation réussie. Hmm. Effectivement, il y avait trois générations, il y avait beaucoup d'anciens, d'aînés et beaucoup de jeunes. Voilà. Ouais. Donc, c'est une mobilisation unitaire vraiment réussie. Et ouais, en préparant cette émission, parce que ce sujet me passionne, puisque je suis moi-même un amateur de vin et un fiefé défenseur du terroir et de nos territoires, vous avez dit finalement cette manifestation, elle va bien au-delà des vignerons. Elle est vraiment pour moi une défense du territoire. Est-ce que c'est votre impression quand vous avez vu notamment la mobilisation en Narbonne? Oui, effectivement, c'était une mobilisation rurale, on va dire. Mmh. C'était, voilà, la viticulture est menacée à certains endroits de disparaître de par cette crise. Ouais. Et je pense qu'il y a, il y a eu une prise de conscience de toute une population pour défendre un peu notre patrimoine, notre carte postale, en fait, Ouais. qui est chère à nous tous, quoi. Et il y avait beaucoup de monde. Alors, j'ai discuté avec certains, mais ça venait vraiment d'à peu près partout. Il y avait des gens de Toulouse, bon, à côté de Béziers, bien entendu, de Montpellier, des Bouches-du-Rhône. Ça a vraiment ramené beaucoup de vignerons du grand sud-est, on va dire, du grand sud-ouest, pardon. Effectivement, on a fait une unité viticole il Mm. y a un an en arrière, qui est historique, de toute la viticulture du sud de la France, pour pouvoir justement faire cette mobilisation et pour pouvoir être plus fort face Mm. au pouvoir public. C'est toujours mieux quand on est unitaire. D'ailleurs, elle les embête, ça veut dire que Ouais. Mm. et, euh, et puis ça fait du bien à tous de se retrouver parce que finalement, on habite un peu loin les uns les autres, mais on a à peu près tous les mêmes problèmes. Mm. Voilà. Et c'était vraiment une mobilisation réussie, unitaire et qui restera dans l'histoire, certainement. Ouais. Alors moi, j'ai écouté avec beaucoup d'enthousiasme les prises de parole, notamment la vôtre. Franchement, vous y êtes allé fort. On le comprend et je trouve que c'est légitime. Mais vous laissez pas là aujourd'hui concrètement, le gouvernement sait à quoi s'attendre avec vos prises de décision et vos prises de position à la tribune. C'est très clair. Aujourd'hui, soit il bouge, soit il vous aide, soit après la situation peut à un moment donné devenir de plus en plus compliquée. C'est du moins ce que j'ai compris, Frédéric Rouanet. Oui, oui, vous avez très bien compris. Il y a une colère que l'on contient, nous les dirigeants, mais jusqu'à quand? Voilà, il faut des réponses. Et effectivement, il suffirait d'une étincelle pour qu'on bascule dans un peu ce qu'on a pu connu, ce qu'on a pu connu dans l'histoire, où les vignerons s'abandonnent à la désespérance, au désespoir, je peux dire. Et là, c'est plus la même histoire. Après, attention. On a un historique très fort là-dessus dans l'Aude. Et c'est pour cela que je félicite tous les participants de cette mobilisation parce qu'elle s'est vraiment bien passée. C'était une mobilisation familiale. Et on a aussi su montrer qu'on savait se tenir. Parce que 6000 personnes dans une rue, bon, il faut le tenir. Et nous avons réussi ce pari. Voilà. Mais malheureusement, on ne pourrait pas refaire la même dans 2 mois si le gouvernement ne bouge pas. Ça, c'est clair. Ouais, vous avez raison. Je pense qu'il y avait un côté cathartique aussi, vous l'avez dit. Les vignerons, pour un peu connaître ce monde-là, ils sont tout seuls dans leur vigne. À un moment donné, ils sont tout seuls, la tête dans le guidon sur les exploitations. Et c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir échanger, se rencontrer aussi pour eux. Oui, ouais, la manifestation sert aussi à ça. J'étais sur le salon du Cité-Vie pendant 3 jours. J'ai eu que des retours positifs. Et puis, je pense aussi que ça a remonté le moral de certains. Ouais. Le fait de se sentir aussi fort en étant aussi nombreux. Voilà, il y en a, je le sais, ils voulaient arrêter. Et depuis qu'on fait un peu de mouvement, ils se disent, bon, je ne suis pas tout seul, il faut se battre avant d'arrêter. Et j'ai été très étonné, il y avait beaucoup de jeunes vignerons, énormément dans le rassemblement, notamment sur la place de l'Hôtel de Ville. J'ai tourné un peu, j'ai eu beaucoup de jeunes vignerons, d'ailleurs très déterminés pour le coup aussi. Effectivement, et ça fait plaisir parce que j'ai connu la crise de 2005 jusqu'à 2010 où on a installé personne et voir tous ces jeunes en mouvement
qui ont vraiment pris part du mouvement, qui ont envie de nous aider, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que ce qu'on fait depuis maintenant plus de 10 ans, eh ben, ça a fonctionné. Voilà, quand il y a la suite, on est toujours plus rassuré. Et puis, bon, ça va me permettre aussi d'envisager ma retraite syndicale dans les années à venir. Ils pourront me remplacer et se mettre en tribune et prononcer les discours et moi venir les soutenir. Donc, ça, il y a un avenir dans la viticulture encore, malgré la crise. Et on est venu le défendre à Narbonne samedi dernier. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. Frédéric Rouanet, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que j'imagine que vous avez discuté à la préfecture pour l'organisation de cette manifestation. Il y avait un déploiement de forces de l'ordre qui était absolument colossal. J'ai vu des CRS casqués, j'ai beaucoup suivi des manifestations à la réforme des retraites, gilets jaunes. Franchement, j'ai été le canon en haut aussi devant un centre des finances publiques. Franchement, je vous le dis très sincèrement, là, plus qu'en tant que citoyen qu'en tant que journaliste, j'ai été assez offusqué, voire scandalisé du déploiement de forces de l'ordre au vu, vous l'avez dit, des gens qui étaient dans la manif, c'était très bon enfant, il y avait des jeunes, il y avait des retraités. J'ai vu des murs anti-émeutes. Je me suis dit, bon, ils exagèrent un peu tout de même. Ils avaient tellement peur de vous à ce niveau-là, la préfecture de l'Aude. C'est une honte ce qui s'est passé. D'ailleurs, le matin, j'ai dû vraiment me mettre en colère parce qu'ils faisaient les voitures. Enfin, il y a eu un dispositif vraiment pro, alors que nous, on a appelé à une mobilisation familiale, justement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais après, on a un passé. Voilà, il faut le reconnaître. On a un passé où moi j'ai vécu des mobilisations très compliquées qui se sont très mal passées. Il y a eu des actes de désespoir les jours qui ont suivi la mobilisation. Est-ce que c'est ça ou pas? Je suis quand même pas content qu'on puisse accueillir les vignerons avec un hélicoptère aussi. Oui, il y avait l'hélicoptère, vous avez raison. Il y avait l'hélicoptère aussi. On aurait dit qu'on était des bandits. Non, nous on est des jardiniers de la planète. Oui. Et on voulait faire une mobilisation pour montrer au gouvernement qu'on savait se réunir, qu'on savait, voilà. Il y avait des enfants aussi à la mobilisation parce qu'on n'éduque que nos enfants là-dedans, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que ça m'a mis pas mal en colère. Et il y a eu des discussions à ce sujet parce que c'est aussi de l'argent public, les forces de l'ordre. Et aussi, nous vivons des moments difficiles, la société est malade. Et je pense que les forces de l'ordre, ils auraient mieux fait d'être ailleurs que là, quoi. Qu'il y avait un peu, je veux bien, mais là, c'était complètement surdimensionné. Oui, moi, je trouve que même, j'ai vu la sortie du boulevard, je ne sais plus lequel, avec des CRS casqués, avec derrière des boucliers, des murs anti-émeutes de l'autre côté. Je me suis dit, quand même, recevoir des citoyens français comme ça, qui travaillent honnêtement, qui perdent leurs impôts et qui sont dans la grande difficulté, je trouve qu'il y a quand même un peu, alors, c'est mon analyse, hein, elle n'engage que moi, il y a quand même un peu de provocation aussi, me semble-t-il. Pourtant, ça a été très bon enfant. Je n'ai pas vu un jet de quoi que ce soit pendant la manif, hein. Je l'ai fait jusqu'au bout. Oui, non, en fait, il y a eu plusieurs provocations. On a des problèmes avec Véti aussi, qui m'ont appelé la veille pour me dire qu'ils ne bougeraient pas d'un millimètre. Mais c'est notre rôle de leader de ne pas céder à cette provocation. Nous, on avait un rôle avec une ambition et il fallait la tenir. Et nous y sommes arrivés tous ensemble, encore je le répète, de cette forte unité des dirigeants viticoles de département, comme je le suis, même si c'est un gros syndicat. Mais jusqu'à Paris, on a été vraiment tous ensemble pour tenir cette mobilisation. Et honnêtement, on a fait quelque chose de grand samedi dernier, en plus de défendre notre métier. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même des anti-extrémistes écologistes, il faut le reconnaître. Et eux, ils ont brûlé des camions de gendarmes, de policiers et autres à Sainte-Soline. Et nous, on a montré à la société qu'on allait y aller par le côté familial et autres. Alors, ça a marché, ça n'a pas marché. Je pense que vous allez me poser, ça va être vos prochaines questions. Ben oui, vous le savez. Et voilà, nous sommes des gens honnêtes qui travaillons nos vignes et on défend un contexte familial. Et c'est cette image-là qu'il fallait montrer à Narbonne samedi. Il y a un temps pour tout. Voilà. Alors maintenant, c'est le temps des solutions. Vous avez rencontré Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui était à Montpellier au salon Cité-Vie. Vous l'avez rencontré finalement. J'avais lu que vous ne voulez pas le rencontrer. Finalement, ça s'est fait. Bon, Marc Fesneau, il vous a dit quoi, Marc Fesneau? Il vous a fait des promesses. Il vous a dit que vous allez voir, tout va s'arranger. Ça y est, on a compris. Alors déjà, je suis obligé de reprendre. Il n'y a pas eu du tout de ma part l'effet de ne pas vouloir le rencontrer. D'accord. Ok. Ouais.
Mmh. Je l'ai lu sur le Midi Libre ou sur l'Indépendant. Voilà. Oui. Et Ouais. donc, du coup, on a eu une réunion mercredi soir à 18h à la préfecture de Montpellier. Mmh. Elle a été très longue, elle a duré 3 heures. Ah ouais. Alors, ça a été comme le diesel, hein, il a fallu le temps de chauffe. Hein. J'ai cru que les de préchauffage, elles allaient y rester. Ça a été sous tension, il faut le reconnaître, parce que je pense que le ministre est venu faire une réunion de travail avec nous. Et c'est pas ce qu'on demandait. Nous, on demandait qu'il arrive avec un plan ficelé, des dates, des chiffres, du concret. Alors, on ne peut pas lui reprocher qu'il cherche des solutions pour que le plan fonctionne le mieux, pour que l'argent aille dans les trésoreries des vignerons qui sont complètement secs. Ouais. Ça ne peut pas lui reprocher. Mais ce que je reproche à tous dans l'administration, c'est que depuis qu'on en parle, depuis que les revendications ont été envoyées et autres, je pense qu'il y a des administratifs qui ont déconné parce qu'il n'a pas eu la feuille de route pour venir nous annoncer ce que nous, on attendait avec des chiffres, des dates, voilà, un plan filière avec de la lisibilité. Voilà, on est à 25 jours de Noël. Les vignerons ont la tête au fond du seau et ça aurait été… Voilà. Donc, cette réunion a duré 3 heures. Il a fallu un peu se mettre en colère. Et puis, dans sa conclusion, il nous a amené ce qu'on attendait un peu, mais sans chiffres, voilà. Ouais. Et le lendemain, j'étais au CTV. Et donc, j'y suis retourné. Voilà, il a fallu remettre une couche. Donc, il m'a dit 2 fois que j'étais chiant. Donc, ça veut dire que j'ai fait mon rôle. C'est pas grave. Mais voilà, j'ai un collègue qui l'a revu vers midi. Il m'a dit, vous avez fait votre boulot. Il sait ce qu'il faut faire. Voilà, donc hier au CTV, je lui ai dit, maintenant, je veux des dates, je veux un plan. Il faut vraiment que le vigneron mérite aussi ça, parce que voilà, la viticulture en France, c'est le 2e excédent brut à l'export, derrière l'aéronautique. Donc on peut pas être que des gens qui rapportent des sous et des gens qu'on laisse comme ça au premier problème. Voilà, donc on a vaché, on a fait. Je pense qu'on ne peut pas faire plus aujourd'hui. Donc là, maintenant, l'heure est à la difficile attente. C'est-à-dire qu'on va attendre ce plan, on va se réunir, nous, les dirigeants, à tête reposée, voir que la suite du mouvement, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, comment on va prendre les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ma demande que j'ai envers tous les dirigeants viticoles, c'est qu'on va faire en sorte de maintenir cette unité pour continuer à mettre la pression au gouvernement, mais aussi aux acheteurs. Voilà. Le ministre a annoncé hier au CTV qu'il allait réunir la grande distribution et les acheteurs de vin autour d'une table, parce que quand on en voit un, il dit que c'est la faute de l'autre, quand l'autre, il dit bon, c'est pénible. Donc, il va réunir, parce que tout ça, c'est bien, mais la viticulture, ça ne sortira que par une chose, c'est par le prix du vin. Voilà, on n'est pas là, on ne travaille pas pour avoir des aides sociales, on travaille pour être rémunéré par le prix du produit, de ce qu'on produit. Et voilà, donc il y a plusieurs avancées, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Je pense qu'après cette réunion un peu tendue, le ministre a compris qu'il y a une réelle détresse. Voilà, maintenant il faut continuer, chacun à son petit niveau, à appuyer pour qu'arrive avant Noël un plan de sauvegarde de la viticulture méridionale, occitane, provençale et sudiste. Voilà. Et vous pensez aujourd'hui que Marc Fesneau, lui, est capable de vous proposer un plan d'ici Noël, un truc qui peut vous satisfaire? Parce qu'on a l'impression, Frédéric Rouanet, qu'on voit la détermination de samedi dernier, que si jamais ça répond pas à vos attentes, je pense que vos collègues vignerons, ils vont avoir un sens de l'humour plus qu'approximatif à un moment donné, à force d'attendre dans la détresse comme ils le sont aujourd'hui. Il est clair que nous, on est encore dans notre mouvement. Voilà. Après, j'ai pris l'habitude, maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience. Il ne faut pas prendre des décisions à chaud. Ouais. Voilà. Là, on vient de rencontrer pendant 2 jours le ministre. Il y a des choses qu'il faut étudier. Voilà. Mais il est clair que si Paris ne répond pas à nos attentes d'ici peu, il y aura d'autres mobilisations. Et bien sûr, elles monteront d'un cran. Ça, c'est certain. Voilà. Moi, le premier, j'ai prononcé un discours que vous avez attendu. Oui. Je ne prononce rien d'autre. Voilà. Il faut occulter aucune piste.
Voilà, là on est un peu dans cette attente difficile que je connais, qui est pénible. Mm. Voilà, il y a des annonces qui sont faites avec des promesses, comme vous l'avez dit. Mm. Maintenant, il faut que ces paroles deviennent des actes Mm. et les dossiers qui arrivent, qu'on les remplisse et qu'il y ait du concret derrière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vignerons qui ont commencé la taille, dans des vignes où la vigne n'a même pas poussé. Du coup, le moral est vraiment bas. Ouais. Et il faut maintenant du concret. Et ça pourrait aussi avoir un impact psychologique. J'y tiens beaucoup. Voilà. Ouais. Parce que, attention, quoi, on est dans une situation très grave. Ouais, et on va entendre encore, on a encore 5 minutes et j'aimerais qu'on parle aussi de l'Union européenne parce qu'il y a aussi ça dedans, des normes qui sont aussi dans cette histoire-là. Et on se rend compte que là c'est là où je crains pour vous et que je crains pour notre patrimoine, notre terroir, c'est que le gouvernement n'a pas pour habitude, cher Frédéric Goinet, d'aller à l'encontre des normes européennes qui leur sont imposées par Bruxelles. Voilà. Et là-dessus, quel est votre problème par rapport à ces normes en tant que vigneron? Voilà. Alors, c'est même plus que ce que vous dites, c'est que la France, au lieu de se mettre aux normes européennes, elle surtranspose ces règles. Ouais. Voilà. Quand il faut faire 10, ben, nous, la France, on est obligé d'en faire 20. On le voit sur le glyphosate, par exemple, où l'Europe dit oui, Ouais. tous les autres pays l'utilisent, et nous, on se restreint et autres. Mais je profite d'être à votre antenne pour expliquer juste aux consommateurs que nous sommes en train de faire crever l'agriculture française par les normes pour importer des produits étrangers qui, eux, ne les ont pas. Voilà. Le ministère de l'Agriculture s'appelle le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Oui, la souveraineté alimentaire, oui. La souveraineté alimentaire, elle n'existe pas du tout puisqu'on importe 70% de nos viandes, 65% des fruits et légumes, voilà, qui sont produits pas du tout avec nos règles. Et on est 400 000 agriculteurs en France aujourd'hui. À 2030, le gouvernement veut qu'on soit 200 000. Voilà, nous sommes en train de tuer une agriculture tout seul. Alors, la société aussi en a un peu trop demandé, je pense, notamment sur les normes environnementales, parce qu'on peut avoir plus blanc que blanc, sauf qu'à la fin, on n'est plus concurrent. Et du coup, l'agriculteur est obligé de cesser son activité parce qu'il n'arrive plus à fonctionner. Et nous, on mange de la merde. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, c'est un gros problème. Et là, qu'est-ce qu'il faut juste? Du courage politique, une volonté politique. Est-ce que l'agriculture, ou la viticulture ou l'agriculture en France est encore importante? Et est-ce qu'on veut la maintenir? C'est rien de plus, parce que l'Europe, elle n'a pas imposé des normes que l'on est obligé de s'y contraindre sur nos exploitations. C'est la France qui l'a fait. En surtransposé pour faire plaisir à 4 écologistes bobos parisiens qui n'ont jamais mis un pied dans les lignes et qui n'y connaissent rien. Donc, voilà, il y a aussi il y a le conjoncturel, c'est-à-dire là, l'urgence, on est en crise, il faut trouver des solutions conjoncturelles. Il y a le structurel, notamment avec l'arrachage temporaire, voilà, essayer un peu de faire de place sur le marché. Mais après, dans le structurel, il y a un peu tout ça. Est-ce qu'on veut encore pareil sur la viticulture, on a cette loi E20, il y a 15 jours, il y a eu le salon de la coopération espagnole, italienne et française de la viticulture. En Italie et en Espagne, ils ont fait une promotion sur la consommation du vin avec modération. Eh bien, nous, en France, nous n'avons rien fait parce que la loi E20 nous l'interdit. Eh oui. Voilà. Et alors, on parle de déconsommation du vin. Oui, elle est réelle. Mais pourquoi? Parce qu'on a tout fait pour qu'elle en arrive là. Je prends souvent cet exemple, qui est un peu rigolo, mais pas grave. Mettez Kylian Mbappé avec une bouteille de vin sur une publicité, vous verrez si on n'en vendra pas plus du vin. On vend, je prends l'exemple du Red Bull, que c'est dégueulasse. Oui, ça aussi. Il y a de la pub partout et les gens en boivent. Surtout, Frédéric Rouanet, surtout auprès des jeunes. Surtout auprès des jeunes. Nous, on fait un produit qui est pratiquement interdit à produire maintenant. Donc, ce n'est pas possible. Encore une fois, il y a besoin d'un courage politique, d'une volonté politique. Est-ce que oui ou non, on veut maintenir la viticulture dans notre pays? Et ça, malheureusement, ça vient que de la politique. Parce qu'on a tout fait pour que la consommation en arrive là aujourd'hui. Alors, ça a été la sécurité routière,
Dès qu'il y a une pub contre l'alcool, on met en avant le vin. C'est tout le temps le vin qui est stigmatisé, alors que c'est interdit. Il y a des lois en France qui le protègent. Mais on n'a pas les moyens d'aller au tribunal chaque fois. Donc voilà, on laisse faire. Le cancer, dès qu'il y a quelque chose, allez, bam, c'est le vin. On est tout le temps, notre produit est dénigré, rabaissé, tout le temps. Et alors que si vous allez à Tokyo, au Japon ou en Amérique ou autre, vous allez parler du mot France, qui est un tout petit pays pour le monde, qui est au bord de l'eau. Eh bien, on va vous dire, la France, c'est le vin. Voilà. Et on est en train de se tuer tout seul. Et ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça que je suis content que nous étions 6 000 dans les rues de Narbonne samedi dernier pour le défendre. Parce que voilà, on fait un produit qui doit être un fleuron de la nation. Voilà. Oui, et qui fait partie de notre patrimoine. Toute dernière question, et merci d'être là avec nous ce matin, Frédéric Rouanet. Il y a beaucoup de réactions ce matin pour ça, parce que ça me semble un sujet extrêmement important. Et justement, j'ai quand même l'impression que les médias ne parlent pas vraiment, les grands médias ne parlent pas vraiment de ce qui vous arrive aujourd'hui et des mobilisations. Les médias locaux, oui, on l'a vu, mais bien sûr, ils sont un peu obligés. Mais là, j'ai l'impression que les grands JT, il y a des émissions là-dessus, on vous invite, vous ou d'autres. Il y a quand même une omerta sur votre mouvement. D'ailleurs, celui-là, le mouvement des agriculteurs aussi, eux, on n'en parle pas du tout. Ils se mobilisent partout, mais personne n'en parle. Formidable. Mais tout ce que vous dites est vrai. Maintenant, samedi, quand même, on est passé sur toutes les chaînes. Voilà, il y a quand même un peu plus que d'habitude. Mais tout simplement pourquoi? Parce que si on m'invite, l'émission prend le risque de prendre une sévère amende parce qu'on n'a pas le droit de parler du vin, on n'a pas le droit, voilà. La loi Evin l'interdit. Et ouais, il y a un peu une omerta. Après, bon, il y a un gouvernement aussi qui n'était pas du tout content qu'on arrive à faire une unité comme ça, de faire une mobilisation comme ça, d'ailleurs. Avec l'accueil des forces de l'ordre, on l'a compris. Mais c'est vrai, je pense que le vin n'est pas assez médiatisé. Cette culture, il faut y aller par le patrimoine, par la culture, par l'art de la table. Voilà, il faut redynamiser tout ça. Et je pense qu'il faudra bouger les lignes un peu de la loi Evin. Parce que, voilà, moi j'aimerais que quand il y aura par exemple, il va y avoir les Jeux Olympiques. Bon, mais j'aurais aimé qu'on voit des bouteilles de vin. Voilà, le monde entier va regarder la France. Et nous, on va avoir l'interdiction de faire de la publicité sur notre produit. C'est usant. C'est usant, abaissant et pénible, quoi. Oui, et puis ça vous coûte énormément économiquement. Et puis je le dis une dernière fois, vous avez raison de le dire, Frédéric Rouanet. On ne parle pas que d'alcool ici. On parle surtout de patrimoine, de terroir. Et vous l'avez dit, un fleuron de la France. Le vin aujourd'hui, on a des domaines formidables, on a des cépages formidables, on a des régions formidables, et on ne veut pas en parler. Donc si on ostracise finalement le côté culturel, patrimonial et de la nation, je pense que c'est bien trop facile de pas en parler en disant bon, on parle pas parce qu'il y a de l'alcool. Je pense que c'est se moquer du monde, mais ça ne m'étonne guère finalement. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Rouanet d'être venu ce matin pour nous parler de ça. Avec votre franc-parler, en tout cas, on vous réinvitera pour continuer à traiter ces sujets parce que nous, ça nous intéresse chez Toxa Media. Merci beaucoup Frédéric Rouanet. Passez une excellente journée et bon courage en tout cas. Mais voilà, c'était Frédéric Rouanet. J'espère que cette interview vous a intéressé parce que vraiment, c'est des sujets. Moi, je veux vraiment qu'on porte en permanence ce patrimoine, notre terroir, notre nation, qu'on n'aime pas le vin. Au-delà de ça, on est vraiment sur ces sujets-là. Et Frédéric Rouanet en parle très bien et c'est pour ça que j'ai voulu le recevoir ce matin. Allez, on va changer de sujet.